Europe 1, il est 22h16. L'invité d'Europe Nuit avec Emmanuel Faux. Ce soir, Emmanuel, vous recevez le rédacteur en chef du site Novétique, Antonin Amado. Oui, qui fut aussi dans une autre vie journaliste à Europe 1, comme quoi ça mène à tout. Bonsoir Antonin Amado. Bonsoir Emmanuel Faux. Dans 4 jours, Paris va donc redevenir, mais cette fois pour de bonnes raisons, la capitale du monde. On attend près de 150 chefs d'État et de gouvernement pour la COP 21, qui va durer donc jusqu'au 11 décembre. Elle s'ouvre dimanche soir au lieu de lundi matin, ça a un sens ? Ça a un sens, effectivement, c'est plutôt un bon signe. C'est le signe que les négociateurs veulent exploiter chaque minute, chaque heure pour tenter d'atteindre leur objectif. Leur objectif, c'est quoi? C'est de conclure à l'issue de cette COP 21 un accord universel et contraignant sur les réductions de gaz à effet de serre. Il faut aussi dire qu'avec 150 chefs d'État présents dès le lundi, il va y avoir beaucoup de mouvements, il va y avoir aussi des hommages qui vont être rendus aux attentats de Paris. Ça risque d'empiéter un peu sur le temps de négociation et les négociateurs ne voulaient pas perdre de temps du tout. Voilà, ça a été plutôt bien accueilli par les ONG environnementales. Globalement, on peut considérer que c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'on peut dire ce soir, 25 novembre, qu'il y a de bonnes chances d'arriver à un accord sur le climat à l'issue de cette conférence ? Les chances, elles sont réelles aujourd'hui. Mais bon, il faut rester prudent parce qu'on se souvient aussi qu'en 2009 à Copenhague, l'optimisme était aussi de mise. Pourquoi est-ce que les chances sont réelles? D'abord parce que sous l'impulsion de la France et notamment de Laurent Fabius, les négociations ont commencé bien en amont de cette COP 21. Vous avez eu des sessions de négociations tout au long de l'année, d'abord en Suisse, puis à Bonn. Il y en a récemment eu au mois de novembre à Paris. Voilà, donc il y a eu vraiment de véritables avancées sur les négociations. Mais en même temps, il reste des obstacles. Il reste des points à trancher, notamment sur les questions économiques, sur la différenciation, sur le fonds vert, savoir si les pays développés vont être capables d'abonder le fonds vert des Nations Unies pour permettre aux pays les moins avancés d'abord de s'adapter aux conséquences du changement climatique et ensuite de financer leur transition énergétique. Et puis il va falloir, Antonin, que les Américains bougent, puisque John Kerry disait il y a quelques jours qu'il était hors de question pour les Américains de signer un accord contraignant. C'est un peu un faux problème parce que la contribution climatique qui a été présentée par les États-Unis permet, dans l'état actuel des choses, de signer un accord. Ça permet au président Obama de signer un accord en se passant du Sénat et de l'accord de la représentation nationale américaine. Donc là, en l'occurrence, il n'a pas voulu tellement s'avancer parce que, comme dans toute négociation, on garde des cartes pour pouvoir négocier. Non, l'important, c'est le véritable nœud de cette négociation, ça va être l'axe États-Unis-Chine en l'occurrence. Alors justement, à propos de la Chine, est-ce qu'il y a plus d'espoir après les engagements qu'avait pris le président Xi Jinping devant François Hollande à Pékin au début du mois, où lui se disait prêt à un accord contraignant juridiquement? Il y a deux façons de voir les choses par rapport à la Chine. Disons que de voir le verre à moitié vide, c'est de se dire, bon, ils ont publié une contribution climatique, ils se sont engagés d'une certaine façon sur le climat, mais ils vont continuer à augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2030. Ils se sont engagés à atteindre leur pic d'émissions en 2030. Ce qui veut dire Or, quand même 15 ans encore, 15 années de pollution par l'un des plus gros pollueurs de la par planète. le plus gros pollueur Ouais. de la planète. Pour vous donner un petit chiffre, la Chine émettait en 1971 800 millions de tonnes de CO2 ou d'équivalent CO2. 40 ans plus tard, ils émettent 8 milliards de tonnes. Et ça continue à augmenter, en sachant qu'ils sont très dépendants du charbon aujourd'hui. Donc ça, c'est la façon de voir le verre à moitié vide. Si on voit le verre à moitié plein, on se dit, ils s'en moquaient un petit peu en 2009, et ils ont été l'un des points de blocage principaux en 2009. Et là, aujourd'hui, ça bouge. Il y a une véritable impulsion politique. Alors parlons maintenant économie, parce que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est aussi une affaire de gros sous, on peut dire. Antonin Amado, où est-ce qu'on en est à J-4 de cette COP 21 sur le plan des engagements des grandes entreprises, des investisseurs, par rapport à ce combat pour la planète? Les investisseurs sont moins timides que les entreprises aujourd'hui. Les investisseurs, ce sont ceux qui possèdent les actions des grandes entreprises et qui s'engagent de plus en plus dans des opérations pour décarboner leur portefeuille d'actions. Alors ça a l'air un peu technique et ça a l'air un peu barbare dit comme ça, mais c'est fondamental parce que les actionnaires des grandes entreprises vont de plus en plus les pousser à renoncer au charbon, à s'engager sur du 100% renouvelable, à avoir des engagements pour
pour ne pas continuer à déforester. Donc l'impulsion des investisseurs, elle est forte aujourd'hui. Et Donc les engagements ne seront pas seulement financiers, c'est des engagements de fonds, on peut dire c'est éco-responsables, comme on dit aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'engagement actionnarial. C'est-à-dire qu'un actionnaire demande à une entreprise dont il est actionnaire de prendre des engagements en faveur du climat. Donc, vous avez de plus en plus d'investisseurs qui ont une stratégie climat et c'est véritablement décisif. Après, vous avez les entreprises et les entreprises, elles bougent et elles bougent de plus en plus vite. Vous avez des grandes entreprises comme Ikea, comme Nike, comme Walmart aux États-Unis qui s'engagent sur du 100% renouvelable sur l'électricité ou sur de la zéro déforestation. Pourquoi elles le font? Pas parce que ce serait une position morale acceptable, même si c'est jamais mauvais pour la communication. Non, parce que vous avez de plus en plus d'études qui montrent que les entreprises qui s'engagent sont plus performantes économiquement. Et puis, vous avez aussi un risque qui est un risque de réputation. Le problème du climat et du réchauffement climatique, aujourd'hui, il est mondial et les populations et les opinions publiques du monde entier sont averties de ce principe-là. Les ONG et les acteurs de la société civile pointent de plus en plus les entreprises qui ne sont pas vertueuses de ce point de vue-là et ça les oblige à bouger. Je voudrais qu'on dise un dernier mot de la fameuse transition énergétique qui est sur toutes les lèvres des hommes politiques. On sait que François Hollande veut réduire la part du nucléaire en France à 50% à l'horizon 2025. Antonin Amado, est-ce que le nucléaire est climato-compatible, je dirais? En tout cas, c'est ce que le lobby du nucléaire essaye de nous faire croire. Il y a quand même de sérieux arguments qu'on peut leur opposer. Le premier argument, d'abord, c'est le coût du nucléaire qui phagocyte les investissements dont les énergies renouvelables ont besoin. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Je ne parle même pas du risque de sécurité, évidemment. L'autre point qu'on peut leur opposer, c'est que ça fait très longtemps que l'énergie nucléaire est mature et qu'elle se développe. Or, elle a à peine ralenti la progression des émissions de gaz à effet de serre. Et puis en plus, le dernier point qui est très important, c'est qu'un changement d'échelle, imaginons qu'on passe sur du tout nucléaire, brutalement, le changement d'échelle n'est pas possible. On n'a pas assez de temps pour passer au tout nucléaire et rester dans un scénario qui limiterait le réchauffement climatique sous les 2 degrés à l'horizon 2100. Et si on dépasse ces 2 degrés, c'est un monde qui n'est pas vivable et c'est surtout un monde dans lequel les entreprises ne seront plus capables de faire du business. Merci beaucoup Antonin Amado pour cet état des lieux et j'invite chacun à consulter régulièrement votre site novetic.fr, Novetic avec un H. C'est un outil assez précieux pour suivre cette COP 21 notamment. Merci Emmanuel.